Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Monsieur Libaud. Nous tenons tout d'abord à vous remercier beaucoup pour cette invitation à ce quatrième séminaire. Je voudrais préciser en préambule que pour parler un peu de la voie du dialogue entre acteurs européens, qui est le sujet, on va le faire à la lumière de l'expérience Eurodétachement. Alors, expérience Eurodétachement, il s'agit d'une démarche, je le précise en préambule au départ, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de projets européens qui sont financés par la Commission européenne, la DG Emploi. Et nous travaillons sur les coopérations transnationales en matière de détachement, plus précisément le développement des pratiques de coopération transnationale avec la finalité d'une meilleure application, une meilleure effectivité du droit communautaire. Si vous pouvez passer au slide suivant, merci beaucoup. Cette initiative Eurodétachement remonte à une dizaine d'années puisque nous avions conduit un premier projet en 2010-2011 avec 6 États membres partenaires et nous sommes aujourd'hui au 5e projet Eurodétachement avec 16 États membres partenaires, 15 administrations du travail partenaires que vous voyez figurer en jaune sur ce slide. L'INTEFP porte le projet et tiers en quelque sorte dans ce processus partenarial, puisque par exemple la France est partenaire à part entière avec la DGT et la participation d'Agnès Leroy et l'ensemble des collègues du ministère du Travail. Et puis il y a une ONG qui figure en bleu clair dans ce schéma, qui est en Allemagne, Arbeit und Leben, qui accompagne les travailleurs mobiles dans le cadre de ces fonctions, c'est une ONG qui est financée par les Länder de Berlin et d'Hambourg et d'obédience syndicale, si je puis dire. Et puis ce projet, comme les précédents, s'inscrit dans une approche sectorielle. Nous travaillons dans le secteur de la construction, le BTP, on dit en français, l'agriculture et le travail temporaire. C'est la raison pour laquelle nous avons également comme partenaires de la démarche Eurodétachement des partenaires sociaux européens de ces secteurs. Merci de passer le slide suivant. Alors on a là un peu un arc-en-ciel, vous le savez tous et toutes, et vous l'avez, Monsieur Libaud, fort justement évoqué en termes de complexité. Le phénomène du détachement est complexe. Il recouvre également des situations différentes. Et si on peut faire une petite typologie, ça va du détachement régulier ou vertueux, qui adresse, j'allais dire plutôt, y compris dans le cadre des prestations de services transnationales, on ne parle pas simplement des détachements intragroupes, qui adresse, j'allais dire, des travailleurs plutôt qualifiés, que pour répondre à un besoin de main-d'œuvre dans le cadre du marché intérieur. Alors ça va de cette situation-là à une situation de détachement, vous l'avez évoqué ce matin, de détachement irrégulier, soit par méconnaissance, soit de manière intentionnelle, dans une logique de dumping. Et là, j'ai en tête des stratégies de régularisation qui sont depuis longtemps menées en matière de salaire et de sécurité sociale. Je pense notamment à ce que fait l'inspection des lois sociales en Belgique en la matière, qui est très sensibilisée, c'est l'inspection du travail, très sensibilisée en matière de dumping social, mais qui a besoin également, comme vous l'avez fort bien évoqué, de coopérer avec les pays d'envoi, et on va jusqu'à aussi à des situations de montage frauduleux, de stratégies de fraude avérées, qui là vont impliquer plusieurs États membres,
avec les problématiques d'entreprises boîte aux lettres, de volatilité de ces montages, d'entreprises qui apparaissent, qui disparaissent, de falsification de documents, etc. Merci de passer le transparent suivant. Alors, agir en termes de contrôle, il y a bien sûr la question des échanges de l'information, vous l'avez évoqué, au centre de ce schéma un peu compliqué qu'on ne va pas développer bien sûr, il y a Amai qui est cet outil qui permet d'échanger des informations. Mais de l'expérience qu'on a avec l'ensemble des partenaires, c'est que bien sûr, il ne suffit pas simplement d'échanger de l'information et que pour mener ces contrôles, il y a un passage obligé, si je puis dire, d'investigation sur le terrain. Et ceci est indispensable à la fois de part et d'autre de frontières, du côté du pays d'envoi et du côté du pays d'accueil. Et que pour réaliser ces investigations, il y a le besoin de collaborer entre les autorités publiques, travail, protection sociale, fiscale notamment. Et l'enjeu, nous semble-t-il, et là où c'est pas simple, c'est qu'il s'agit d'articuler des systèmes différents, puisque selon les États membres, les champs de compétences des autorités publiques, l'organisation des autorités publiques, les cadres juridiques, le rôle respectif de l'État et des partenaires sociaux n'est pas le même. Alors, ce modèle un peu dual ou bilatéral, il faut le prendre bien sûr avec des guillemets d'une part. Alors pour mémoire, vous l'avez très bien rappelé, attention au fait qu'il y ait pays d'accueil, pays d'envoi, comme l'a rappelé Monsieur Delachery, beaucoup de pays sont à la fois pays d'accueil et pays d'envoi avec des géométries différentes évidemment dans l'espace et dans le temps. Et puis ce modèle bilatéral, il ne répond pas nécessairement en termes de formalisation de pratique à des montages complexes que j'évoquais à l'instant, avec l'émergence, comme le soulignait Monsieur Thierry Bertron, de nouvelles pratiques en la matière sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Et puis bien sûr, dernier point avant de céder la parole à ma collègue Justine, il y a la question des outils opérationnels qui peuvent se développer pour faciliter ces investigations articulées avec ces échanges d'informations. Enfin, comme ça a été évoqué ce matin, il y a différentes manières d'agir. Il n'y a pas simplement le contrôle et la surveillance. Il y a des enjeux très importants d'information des entreprises, des salariés, d'accompagnement des salariés, y compris ou notamment, j'allais dire, en termes d'action civile, comme l'évoquait Madame Beria. Et puis il y a aussi, même si c'est en situation un peu nouvelle d'émergence, la possibilité d'agir en amont, lorsqu'on a des grands chantiers de construction ou des activités récurrentes en matière, par exemple, d'activités saisonnières dans l'agriculture. Et là, on a identifié un certain nombre d'initiatives, notamment dans le deuxième projet au redétachement, à travers des grosses centrales nucléaires. Je pense notamment à un chantier en Finlande, où les différentes parties prenantes, les différents acteurs ont essayé d'imaginer des processus qui permettent d'agir avant que les problèmes ne se posent. Alors je passe la parole à ma collègue Justine, qui va vous illustrer en quelque sorte, de manière concrète, de ce qu'on appelle de plans de coopération qu'on est en train de conduire dans le 5e projet Eurodétachement. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que j'avais entendu précédemment. C'est vrai qu'on a entendu des expressions comme le blues des services de contrôle ou la créativité du système frauduleux, des choses comme ça. Et donc, en fait, on a la chance dans ce projet Eurodétachement
de pouvoir travailler avec des grands professionnels qui cherchent tous des leviers d'action chez les autres et avec les autres pour répondre à ces problématiques transnationales. Alors, ces problématiques, si ça peut rassurer un peu les personnes qui nous suivent, interrogent partout en Europe l'efficacité et les capacités d'agir ou d'apprendre des organisations. Alors, ce qu'on fait effectivement dans le projet Eurodétachement, c'est qu'on construit un peu des actions de coopération sur mesure. Les partenaires qui sont engagés dans le projet décident de construire pas à pas des stratégies de coopération et d'agir sur telle ou telle problématique. Alors, il y a quelque chose effectivement qui a été dit et que je redis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi et de kit de la coopération en vigueur. Et les exemples que je vais vous proposer montrent que on peut agir différemment avec d'autres partenaires sur des problématiques différentes. Alors, si on peut avancer un peu dans le slide, j'ai choisi l'exemple du plan de coopération France-Portugal et du plan de coopération France-Bulgarie, comme vous verrez plus tard, parce que donc déjà c'était des exemples français, donc je pensais que ça parlerait un petit peu plus, et ensuite parce que à chaque fois la sécurité sociale a été impliquée dans la mise en œuvre de ces plans de coopération. Donc, pour revenir sur le plan de coopération France-Portugal, c'est un plan de coopération qui a impliqué l'inspection du travail française, donc au niveau central la DGT et au niveau plus opérationnel les directs, et qui a impliqué donc l'autorité sur les conditions de travail portugaise, également au niveau central et au niveau local. L'ACOS a été associé à ce plan de coopération et l'Institut de sécurité sociale portugais. Alors, ça portait sur le secteur de la construction et l'intérêt de ce plan de coopération, c'était que les pays, d'une certaine manière, étaient assez mûrs pour construire un plan de coopération assez complexe, puisqu'il s'agissait de la suite d'un processus antérieur de coopération avec, comme l'a dit, je crois, Agnès, un accord bilatéral entre les deux pays qui avait été signé en 2017 et un premier séminaire d'information qui avait été organisé en janvier 2018 à Porto. Alors, l'objectif de ce plan de coopération, c'était vraiment d'améliorer les échanges entre les institutions, et de favoriser la compréhension mutuelle. La coopération se voulait très opérationnelle et très structurée, et elle se voulait intégrée, c'est-à-dire que les partenaires ont imaginé un système de coopération qui comprenait des actions d'information et de prévention et des actions de contrôle. Donc, c'était un processus qui a eu plusieurs étapes. Les pays ont décidé de réunir ce qu'ils appelaient des correspondants de proximité, donc inspection du travail et sécurité sociale, pour discuter de leur cadre juridique, de problématiques juridiques communes, de cas concrets de fraude au détachement qu'ils avaient rencontrés. Et d'ailleurs, au cours de ce séminaire là de correspondants de proximité, on se rend compte que déjà le processus portait ses fruits, puisque quand on lit un peu les résumés du meeting, on se rend compte que par exemple l'Institut de sécurité sociale dit mais on peut pas faire face à toutes vos demandes de communication, d'information sur le chiffre d'affaires des sociétés, on n'a pas la capacité à répondre. Donc là, les institutions ont mis en place un processus de filtre et vraiment de ciblage des demandes entre les deux institutions. Ensuite, suite à cette réunion en fait de professionnels, a été organisé un séminaire d'information à Lisbonne à destination des employeurs de la construction qui détachaient notamment en France. Et un support d'information a été construit. Et ensuite, ce plan de coopération a été suivi d'inspections conjointes dans le cadre de l'Autorité européenne du travail. Pour revenir sur le plan de coopération entre la France et la Bulgarie, c'était un peu différent. Alors, il y avait un peu également une antériorité de coopération et un accord bilatéral de coopération. Mais l'antériorité, en fait, portait surtout sur une action qui avait été portée par la CFDT et le syndicat Podcrepa, des actions d'information à destination des travailleurs bulgares qui étaient détachés en France.
Les inspections du travail françaises et bulgares se sont un peu greffées à ces actions-là pour créer effectivement des actions d'information à destination des salariés qui ont eu en partie lieu en septembre 2019 en Centre-Val de Loire et qui vont avoir lieu, donc comme l'a dit Agnès, la semaine prochaine via des réunions virtuelles d'information avec les syndicats, et la construction d'un support d'information. Mais il y a eu il va y avoir également une action d'information à destination des employeurs bulgares qui donc détachent des travailleurs en France. Et l'inspection du travail française s'appuie sur son homologue bulgare pour inviter donc des employeurs ciblés et d'autres institutions comme le fisc bulgare, l'Agence pour l'emploi et une commission de lutte contre la traite des êtres humains. Voilà. Juste peut-être pour terminer, ce que je trouvais important effectivement dans ces plans de coopération, c'était non seulement qu'ils puissent répondre à des problématiques particulières, mais je trouve, et je trouve c'est quelque chose qui n'a pas été dit encore, c'est que c'est très important vis-à-vis de l'extérieur, des travailleurs et des employeurs, de communiquer sur le fait que les inspections du travail coopèrent entre elles. Elles coopèrent également avec d'autres acteurs, la sécurité sociale ou les organisations syndicales, et de bien communiquer sur le fait que le droit ne s'arrête pas à la frontière entre les deux pays. Voilà, je vais recéder la parole à mon collègue Daniel. Et rapidement, si c'est possible. Dernier mot, Ouais. si vous pouvez passer le transparent suivant. Effectivement, à nos yeux, les facteurs de succès, c'est la synergie, c'est la synergie entre les autorités publiques qui permettra de gagner en efficacité en matière de coopération. C'est le fait que si on ne comprend pas mieux ces montages frauduleux complexes, c'est difficile de trouver des moyens d'agir. C'est de consolider, à nos yeux, le réseau de professionnels qu'on a commencé à construire. C'est aussi d'adapter les organisations en termes de montée en compétences, mais également avec des enjeux purement organisationnels. Enfin, en termes d'enjeux, la coopération, ça passe par des apprentissages mutuels, c'est des nouvelles pratiques, c'est une œuvre de longue haleine. Il y a des progrès. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de coopération transnationale. Quand on a commencé, IMI était à peine en place. Il reste du chemin. Beaucoup d'initiatives européennes ont traité de ce sujet-là. Il y a bien sûr la mise en place de l'autorité européenne du travail et les projets en la matière que va développer Monsieur Brianceau. Merci beaucoup. Dernier transparent. À votre disposition, et si vous êtes intéressé bien sûr par la conférence finale de notre projet, vous nous faites signe. Merci.